Pierre-Yves Rougiron, bonsoir. Bonsoir. Pierre-Yves Rougiron, vous êtes essayiste, historien des idées, mais aussi juriste. Vous présidez le Cercle Aristote depuis 2008. Celui-ci est un cercle d'éducation populaire qui est lié à la fois réflexion intellectuelle et militantisme souverainiste. Vous êtes aussi le fondateur et le rédacteur en chef d'une maison d'édition qui s'appelle Perspective Libre. Enfin, vous êtes rédacteur d'un ouvrage qui s'intitule Pourquoi combattre ? Et vous ne tarderez pas à comprendre qu'il s'agit du thème central de l'entretien de ce jour. Cher Pierre-Yves, maintenant que la présentation est faite, j'aimerais vous poser une première question. Et celle-ci est la suivante. Vous revendiquez souvent votre héritage paysan, qui plus est vos racines paysannes, et j'aimerais savoir quelles ont été leurs influences sur votre engagement et votre réflexion. Si on veut être méthodique, il faut déjà commencer par dire que le travail, ça ne s'hérite pas par le sang. La praxis paysanne, je ne l'ai pas. C'est un milieu dont je viens, comme 90% des Français ou 95% des Français. Mais contrairement à beaucoup de gens, je ne mets pas un voile honteux là-dessus. Moi, je suis né dans un village de 127 habitants. Je ne rêve que d'y retourner, même si ce n'est pas le vœu nécessaire d'une toute une partie de ma famille, parce que si vous voulez, c'est une vie un peu isolée. Mais j'ai aimé ces gens, j'ai aimé cette manière de vivre, et elle m'a appris énormément de choses. Nous, à la base, on est un clan de la Manche. On faisait du trafic d'alcool, de la piraterie et de l'agriculture. C'est par la famille de maman. Et ce que j'ai appris de ces gens, c'est d'ailleurs, ça a beaucoup influencé ma conception du nationalisme, c'est qu'on ne juge pas un homme pour ce qu'il est. On juge un homme pour ce qu'il fait. Pour une raison, ces gens-là viennent du plus bas. Ils n'ont rien. Mais ils vous jugent. Ils ont la faculté de juger. Ils vous jugent sur quoi ? Ils vous jugent sur la manière dont vous vous tenez face à la vie. C'est ça qu'ils m'ont appris. Vous voyez, ce sont des gens qui ont des fonctions essentielles. Ils nourrissent la population, ils vivent avec 480 € par mois. Vous savez, cette magnifique pub pour l'agriculture qui est « Un paysan se suicide tous les 2 jours », c'est chez moi. Et souvent, c'est mon père qui fait les constats de décès. Donc, et contrairement à ce qu'on dit, un paysan ne se pend pas dans sa grange, ça arrive, mais non, un paysan avale les produits phytosanitaires. Voilà. Donc, parce que justement, ce sont des gens qui, comme ils n'ont rien, ils ont ce qu'on appelle en Asie la face. Ils ne supportent pas de la perdre. Surtout pas face à leurs parents, face à leurs enfants. Et si vous voulez, moi j'ai toujours, c'est d'ailleurs une des multiples phrases que je sors assez souvent, parce qu'elle a guidé le combat qui est le mien, quoi qu'on pense du combat en question ou de celui qu'il mène, qu'est la dignité des hommes se révoltera, qui est une phrase du général de Gaulle. C'est ces gens-là qui m'ont appris ce que c'est la dignité humaine. Et pas la dignité humaine, comme disait Feu Maître Vergès, qui est un homme exceptionnel, qui disait de tous les droits de l'homme, oh, la dignité humaine. Non, la vraie dignité humaine. Celle des hommes qui se tournent pour pleurer, qui se tournent pour mourir. C'est ce que ces gens-là m'ont appris, ce qui fait qu'il est vrai que je n'ai pas... et ça m'a sauvé de toute une part de la culture de droite, qui est une culture petite bourgeoise urbaine, pleine de ressentiment pour le petit bourgeois de gauche pour une seule raison, c'est qu'on aimerait sa place. Alors que ce monde-là ne me regarde pas. Moi, j'ai été vu par toute une part du milieu national comme un plouc et un pecno. Plouc power, il n'y a pas de problème. Ça ne me dérange pas. Bien au contraire. Si vous voulez, moi, la France périphérique, comme on dit aujourd'hui à la suite de Christophe Guilluy, qui est quelqu'un qui est un grand monsieur, moi, ça ne me dérange absolument pas. Le monde d'où je viens, c'est le monde que je connais, c'est le monde qui a... moi, je ne me suis jamais identifié à la petite bourgeoisie déclassée. Je viens d'une famille où on a servi ces gens-là. Parce que mon père, beaucoup de gens ironisent sur mon rang social supposé en disant que je suis fils de médecin. Je suis fils de médecin de campagne. C'est pas tout à fait la même vie. Mon père ouvre son cabinet à 7h du matin, il le ferme entre 22h30 et minuit, 6 jours par semaine. Parce que justement, quand on soigne les paysans, on se met à leur vie. Moi, j'ai appris ce que c'était servir au contact de ces gens. Donc, ils m'ont sauvé de beaucoup de choses. Et je ne pourrai jamais leur rendre ce que je leur dois. Pierre-Yves Rougiron, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez développer sur
L'influence de vos origines, quelle était l'influence sur votre réflexion et sur votre parcours surtout? Si vous voulez, toujours un peu délicat ce genre de questions, parce que ça oblige à faire la part de soi-même en quelques minutes. Je dirais que ça m'a évité le fait de constater déjà une partie de la pauvreté. Pas du tout pour moi. Moi, j'ai très bien vécu. J'ai en plus une mère courage, un père qui est toujours mon héros, toujours aujourd'hui. Donc, moi, j'ai été verni à ce niveau-là. Mais j'ai vu la grande pauvreté chez entre de mes camarades de classe. Et objectivement, c'est ce que je disais à votre collègue, ça m'a appris la nécessaire dignité des hommes. Et ça m'a appris que là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, disait Montaigne. Et donc, il ne faut jamais se faire une idée préconçue quand on est face à quelqu'un. Quand on est face à quelqu'un, on est face nécessairement à une idiosyncrasie, on est face à une complexité, on est face à quelqu'un qui a vécu ou survécu à travers des choses qu'on n'imagine pas, et donc il faut faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Ça m'a appris à écouter les gens, ça m'a appris à prendre en compte, disons que la vie des gens est sinueuse et qu'il faut parfois en tenir compte, entre autres quand on commande des hommes. Ce que j'ai jamais demandé, mais ce qui m'est tombé dessus. Et le fait si vous voulez, d'avoir vécu avec tous ces gens qui ont, comment dire, on disait de Benoît Hamon à une époque qu'il avait la branlée joyeuse. Et ces gens-là ont le malheur souriant. Parce que ils vivent objectivement la plupart des malheurs de notre société. Tout le monde s'en fout parce qu'ils ne font pas partie des minorités protégées, qu'ils n'ont pas d'association qui parle dans leur nom, etc. etc. Et puis qu'il n'y a pas de tiroir caisse ou de mangeoire à la clé. Mais j'ai appris à essayer de comprendre comment les gens sont arrivés là où ils sont. Et surtout, ils m'ont appris une dernière chose qui a été cardinale pour moi, c'est que qui qu'on soit, on peut toujours se tenir droit. Et c'est pour ça que parfois on m'a beaucoup reproché ma dureté. Mais j'estime que si des gens qui n'ont rien peuvent se tenir droit, quelqu'un qui a la chance d'avoir quelque chose, les deux voilà, d'autant plus et n'a pas à être pardonné. C'est d'ailleurs ce qui m'a opposé, y compris à des gens que j'aime bien au sein du camp national. Ce n'est pas parce que des gens sont nés français, ont eu cette chance, que je dois leur pardonner leur trahison, parce que justement, ils ont eu cette chance, ils l'ont trahi d'eux-mêmes, et ils ont aucune excuse. Parce que si on est capable d'être droit quand on n'a rien, de protéger ses enfants, de faire ce qu'on attend d'un honnête homme alors qu'on n'a que ses mains face au destin, j'estime que des gens qui ont été beaucoup plus choyés par la vie doivent être, disons, beaucoup plus durement sanctionnés s'ils viennent à trahir. Voilà ce qu'ils m'ont appris. En tout cas, c'est ce qui m'apparaît dans la minute que j'ai pour vous répondre. Mais justement, pour rebondir sur ce fait paysan, parce que on vient de l'évoquer, il y a une chose qui me paraît peut-être intéressante d'ici de développer, c'est le concept d'enracinement dynamique qui a été développé par Michel Maffezoli. Et je voulais savoir si vous pouviez un peu l'éclaircir pour les gens qui ne le connaîtraient pas. Je ne veux pas violer la pensée de Michel, qui est un ami. Invitez-le, vous allez passer un bon moment, parce que c'est quand même un bon client. Mais j'aime beaucoup le sens conceptuel qu'il a. Au-delà de la mauvaise réputation du personnage, mais ça, lui et moi, nous la partageons. Donc, au contraire, j'ai toujours trouvé que c'était quelqu'un de délicieux, mais l'enracinement dynamique, nous sommes face à la fin des grandes dichotomies. Ce que Lyotard appelait la fin des grands récits hérités, si vous voulez. La gauche, la droite, le machin. Aujourd'hui, ce qui caractérise notre monde, c'est son hybridation.
il y a des hybridations auxquelles nous devrons mettre fin par un nouvel ordre, c'est certain. Mais il y a aussi des hybridations qui sont nécessaires. Pourquoi ? La différence entre les deux, c'est que certaines effacent des... Vous savez, c'est la phrase de Chesterton, avant d'enlever une barrière, demande-toi pourquoi l'ancien propriétaire l'a mis là. Il y a des barrières qui ont tout à fait raison d'être là. Je vais vous donner un exemple. Un jour, nous discutions, parce que mon équipe a été, entre autres, à la naissance du prix Falcon, qui est remis chaque année contre la criminalité financière, par un de mes amis, qui est d'ailleurs mon avocat, Maître Roland Sanviti. On discutait avec des spécialistes de criminalité financière, et les mecs, c'est très simple, c'est Prozac Academy. Si vous voulez, si vous avez une fabrique de chanvre et de cordes dans votre coin, donnez-leur vu qu'ils sont tous polysuicidaires, profitez-en pour faire un petit billet. Et le mec me dit, de toute façon, c'est fini, c'est foutu. L'argent sale a tellement tout pris qu'il n'y a plus de division entre l'illégal, le licite, l'illicite, le bien et le mal. Là, j'ai rien, je fais stop. Stop. Il y aura division là où la mettra. Vous savez, c'est toute l'histoire du nœud gordien par Alexandre. Personne ne peut le dénouer, pas grave, il sera tranché. Terminé. À un moment, la brute va plus loin que l'intellectuel assis. Ça, c'est l'hybridation dans ce qu'elle a de plus mauvais, c'est-à-dire qu'elle fait disparaître des divisions qui sont nécessaires à notre vie collective. Mais certaines sont des barrières artificielles qui ont été créées par le pouvoir, et pas par le pouvoir lui-même. Mais, si vous voulez, on critique toujours l'État, mais c'est pas l'État qui est critiquable, c'est la classe dirigeante. Et les petits mecs créent souvent des divisions artificielles de la pensée qui leur permettent de segmenter leurs ennemis. Le cas typique, c'est ce que Ortega y Gasset appelait l'hémiplégie intellectuelle et morale des termes de droite et de gauche. Truc de petit mec. Qui fait que, une fois sur deux sur Twitter, j'ai soit un mec qui me dit de toute façon t'es qu'un seul facho, et d'autres qui me disent de toute façon vous et vos amis mélenchonistes. Donc si vous voulez, résultat, ça vous permet de créer gens droitards et gens gauchistes. Donc le mec a acheté un t-shirt Che Guevara à Opus en allant acheter son quinoa, qui va se battre avec le rescapé des concerts de Jean-Pax Meffray, et en réalité ce sont deux fils de notaire. Deux fils de notaires parasitaires, mis à part qu'il y en a un qui dit No Borders et un autre qui dit Mokhtar la mer. Mais à la fin des fins, ça votera Macron, tous les deux. À la fin des fins. Bien sûr. Donc, nous devons profiter de cette du temps de l'hybridation pour créer une nouvelle synthèse idéologique. Et c'est... Nous, on y met des pierres, mais c'est pas nous qui allons... Déjà, ça se décrète pas, ça se sécrète, ça se décrète pas. Comme les grands hommes, d'ailleurs. Tu vois, comme les grands hommes. Donc, nous, on veut y participer. Mais, donc, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Et d'un côté, l'enracinement dynamique, c'est ça. Si vous voulez, l'enracinement dynamique, c'est simple, c'est une image. Est-ce que vous avez déjà fait du tir à l'arc ? Oui. C'est quoi la force d'une flèche ? C'est la manière dont l'arc est bandé. Nous sommes d'accord. Non. L'enracinement dynamique, c'est ça. Bander le plus loin pour pouvoir avoir la flèche qui va le plus vite et qui perce le cœur de sa cible. Pardonnez-moi tout l'univers phallique qu'il y a derrière cette... mais de toute façon, je suis déjà poursuivi par les ligues féministes, donc je peux me permettre. Donc, j'espère ne pas vous choquer. Voilà. Même si c'était le cas, vous savez, comme dirait l'autre, je ne dérape plus, je suis hors piste depuis longtemps. Donc, vous comprenez l'image qui est derrière, sans mauvais jeu de mots. C'est qu'on a opposé... C'est terrible. Enfin, il n'y a qu'en Occident. Enfin, Moi, j'ai eu la chance d'être très tôt porté sur les pensées orientales, donc extrême orientales. Donc, si vous voulez, toutes ces dichotomies idiotes qui sont nées du XXe siècle, qui sont... On n'a jamais mis l'enracinement comme un fait réactionnaire avant. Enfin, on n'était pas assez cons. On a été abétis, et comme le dit très bien la Finkielkraut, on a été abétis et habités par Hitler, et donc, on s'en est mis
à avoir du nazisme partout, sauf là où il était, c'est-à-dire dans le cœur de la culture allemande. Bon, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, vote de l'ONU il y a 2 jours, la France refuse de condamner l'apologie du nazisme. Pourquoi ? Pour éviter que les amis de M. Zelensky, qui ont des tatouages exotiques, se sentent visés. Bon, donc vous voyez le problème. Et donc on a criminalisé l'enracinement. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est l'enracinement. L'enracinement, c'est la lignée, c'est la gens, c'est la famille élargie, c'est la cohorte de souvenirs, de peine et de joie qui nous relient tous. C'est ces mots de code et ces demi-mots qu'on n'a pas besoin de se dire parce qu'on se comprend. C'est ça l'enracinement, autrement dit, c'est ce qui fait que l'homme n'est pas intrinsèquement seul et n'est pas une poussière dans l'univers. Si on est un demi-dieu, on peut accepter d'être une poussière dans l'univers, mais vous voyez bien ce que ça veut dire, poussière dans l'univers, c'est-à-dire vous n'êtes né de rien, vous allez retourner au néant, votre vie n'est qu'un sas entre une mort précédente et une mort prochaine, tout ceci n'a ni sens ni raison, conceptualisez-le et essayez de le vivre bien, tranquille, sympa, cool. Sans Prozac. Sans Prozac. Sans Prozac. Voilà, donc, et surtout, on a mis ça du côté réactionnaire. Avant, quand le socialisme existait, puisque le problème n'est pas la gauche, le problème c'est la mort du socialisme profondément, on revendiquait l'enracinement. Enfin, si vous voulez, lisez une œuvre comme celle de Jean Jaurès et dites-moi qu'elle n'est pas enracinée. Enfin, si vous voulez, tout ceci, c'est la pathologie mentale de la gauche californienne et de la gauche de l'école de Francfort, et encore de l'école de Francfort. D'une certaine lecture de l'école de Francfort, dont la plupart des hommes de l'école de Francfort sont à peu près tous innocents. Denis Collin fait un excellent travail là-dessus, si vous voulez. Ces gens-là détestent l'enracinement tout simplement parce ils pensent que l'homme est une créature autoconstruite. Autrement dit, ce sont des gens qui aiment tellement les automates qu'ils veulent faire de l'homme une machine. La machine, d'ailleurs, la machine n'est même pas autoconstruite. La machine est créée pour être une béquille, une prothèse. Mais on veut retirer à l'homme tout son arrière-monde imaginaire ou réel, peu importe. L'imaginaire devient de la réalité à partir du moment où on le croit. Si vous voulez, peu importe que mes ancêtres soient gaulois ou pas. Je suis de cette lignée-là. Ce n'est pas grave. Vous voyez ? Derrière l'origine commune, il y a le destin commun. C'est pour ça d'ailleurs qu'on enseignait nos ancêtres, nos Gaulois, les Gaulois, à des gens qui n'en étaient pas. Pour leur dire, voici notre lignée. Et tu vas t'y raccrocher. D'accord ? Donc, on a opposé des choses qui ne devaient pas l'être pour pouvoir garantir un système qui est en train de crever et qui essaye de se défendre. À titre personnel, ce sont les notions que nous devons créer pour l'achever. Et pour libérer les hommes. On ne va pas être les seuls, sur 7 milliards d'individus, il ne va pas avoir 500 millions d'Européens décadents, qui seront 400 millions d'ici 20 ans, qui vont pleurnicher sur la fin de l'enracinement, etc., face à un monde qui le refuse. Enfin, si vous voulez, moi je le vois tous les jours. Si vous voulez, la vie m'a amené en Extrême-Orient, aller dire à ma belle famille qu'ils doivent se déraciner. Je suis même pas sûr que ce soit traduisible dans leur langue. Je suis même pas sûr. Si vous voulez, c'est tellement... Voilà, comme le disait un intellectuel pakistanais dont j'oubliais le nom, ça c'est vraiment une lubie de blancs qui, comme ils ont à bouffer, ils ont que ça à foutre. C'est ce type de notion, moi c'est pour ça que celle de Michel m'a particulièrement plu, parce que nous ne retrouverons une dynamique qu'en replongeant en nous-mêmes. C'est la phrase de Claudel. Ce qu'on a donné de mieux au monde, c'est soi. Pierre-Yves Bourgeon, je voudrais revenir sur le déclencheur, s'il y en a un, bien sûr, de votre engagement. Dans la pièce de Shakespeare, Hamlet se demande s'il est plus noble pour l'esprit d'endurer les couteaux frondes, les flèches de l'outrageuse fortune, ou au contraire de prendre les armes contre une mer d'épreuves. D'après vous, à quoi bon prendre les armes contre une mer, voire un océan d'épreuves? Premièrement, on va être très clair, mis à part de perdre mes boulots, j'ai pas eu plus d'épreuves que ça, et certainement moins que beaucoup de nos téléspectateurs, donc faut pas en rajouter sur ce que coûte la cause.
Moi, je viens d'une famille où il y a eu des déportés pour fait de guerre, des torturés pour fait de guerre. Si vous voulez, d'ailleurs, on peut le vérifier, hein, André Rougeron, vous tapez ça sur Google, vous allez comprendre d'où je viens. Si vous voulez, objectivement, moi j'ai reçu des menaces de mort avec des fautes d'orthographe, toutes plus virtuelles les unes que les autres pour l'instant, nombreuses mais virtuelles, et j'ai perdu mes boulots. Ok, d'accord, bon. Par rapport à ce que mes anciens ont fait pour le pays, c'est quand même pas grand-chose, donc faut pas en ramener. La question, pourquoi j'ai fait ça, pour une seule raison, c'est que il y avait une raison narcissique qu'il faut accepter, qui est que moi je me considérais à l'époque où j'ai commencé le militantisme, ça a été la seule part psychanalytique. Il faut toujours faire la part de la part psychanalytique pour savoir si on est prêt à faire de la politique ou pas. Moi, cette part ne m'a pas prise longtemps, mais j'étais dans une dépression extrêmement profonde et je me suis engagé pour avoir le courage de me lever le matin. Que je n'allais pas à la fac, j'allais à mes examens, que j'ai eu d'ailleurs, mais j'allais pas à la fac parce que je supportais plus de voir du monde. Voilà, c'était, disons, de mes 18 à mes 24 ans, j'ai un grand trou noir. Et donc, j'ai milité au tout début, mais il faut l'accepter. Pour avoir une raison de faire quelque chose et pour avoir une raison de rester là. Et ensuite, quand on comprend ce que la cause a, ce que vous devez à la cause, et donc ce qu'il faut faire pour elle, là vous sortez de la psychanalytique, vous entrez en responsabilité. C'est le moment où des hommes vous font confiance. C'est ce qui m'est arrivé, c'est très simple, hein, c'est ce qui m'est arrivé à partir de 2008, sachant que je milite depuis 2003-2004. C'est-à-dire que je suis entré en militantisme à 17 ans. Et quand des hommes vous font confiance, maintenant, après, il n'y a plus de psychanalytique à avoir. Ou alors vous êtes vraiment un salaud. C'est-à-dire que vous faites payer à vos hommes votre psychanalyse. Là, il faut arrêter tout de suite. Il y a beaucoup trop de gens qui font de la politique à cause de ça. Et donc, moi, parce que moi, je n'ai jamais demandé à créer quoi que ce soit. Hein. Les structures que j'ai créées devaient être dirigées par d'autres. Des hommes ont abandonné mes hommes. Et donc, je les ai commandés. Point barre. Donc, et c'est par la confiance que les miens me portent que je suis encore là. C'est aussi simple que ça. Vous savez, chez nous, les gaullistes, la parole donnée, c'est quelque chose. Point barre. C'est la parole donnée à mes anciens et la parole donnée à mes enfants. Peu importe qu'on gagne ou pas. Enfin, peu importe. Il faut gagner. Mais je ne pourrais pas comparaître devant ma fille dans 20 ans en disant que je n'ai rien fait. Ça, je ne le supporterai pas. C'est une affaire de parole donnée. Donc il y a une certaine droiture à conserver. On en revient à la dignité des paysans. Droiture, j'en sais rien, si vous voulez. Une justesse. Si vous voulez, j'ai pas. Si vous voulez, je conçois mon positionnement comme un positionnement politique. Moralement, je vaux pas mieux que n'importe qui, si vous voulez. J'ai mes bassesses, j'ai mes faiblesses, comme tout le monde. La seule chose, c'est que j'essaye de respecter toutes les paroles données. Mais à côté, je peux parfois être une vraie saloperie, il n'y a pas de problème, hein, faites-moi confiance. Non, mais je n'aime pas la position du moraliste. C'est quelque chose qui m'a toujours fait horreur, et je ne l'endosserai pas. Ça, c'est la seule chose que je dis, c'est nos anciens n'ont pas lâché cette terre, et si on la lâche, c'est qu'on vaut moins qu'eux. Et si c'est le cas, il faut l'assumer. Donc, et à titre personnel, moi je lâche pas. Point barre. Après, voilà, on peut trouver ça illusoire, on peut trouver ça héroïque, on peut trouver ça ce qu'on veut. Voilà, moi je suis issu d'une lignée où on a versé le sang pour que ce pays reste libre. Je ne fais que suivre les marches qui sont devant moi, ni plus ni moins. Donc, voilà. L'histoire de ma famille, c'est X siècles de ça. Donc, si vous voulez, il n'y a même pas. C'est ce que je dis souvent aux jeunes qui entrent dans le nationalisme et que je croise. Je dis, vous êtes plus courageux que moi.
Vous avez fait des conversions, vous venez parfois de la gauche, de l'extrême gauche, vous venez parfois de l'impolitique et vous vous êtes politisé tout seul. Moi, j'ai pas eu à faire tout ça. Je me suis politisé depuis que je suis enfant. Tout seul, certes, mais politisé quand même. Et j'ai eu des exemples de services familiaux qui font que, comme le dit mon ami Régis de Castelnau, le petit-fils du grand Castelnau de la Première Guerre mondiale, mais évidemment qu'on s'est mis à résister. Ça aurait été monstrueux que nous ne le fassions pas. On avait les contacts, on avait les réseaux, on avait le savoir-faire. Si on le faisait pas, on était des salauds. Bon, moi, c'est pareil. Si vous voulez, j'ai pas eu à me forcer pour vouloir servir mon pays. Si vous voulez, mon père l'a fait, mon grand-père l'a fait, mon frère cadet est dans notre marine de guerre. Voilà. Si vous voulez, autant ça aurait été salaud de ma part de pas le faire, autant j'ai eu aucune difficulté à le faire. Et j'admire beaucoup plus. Prenez un jeune type que j'aimerais faire écrire, qui m'a écrit pendant la campagne Zemmour. Le mec, il était l'auteur attitré de la maison d'édition anarchiste. Il a écrit le dictionnaire anarchiste des femmes, enfin des trucs, introduction à Rosa Luxembourg. Le mec, il se met à lire Chateaubriand, et les anarchistes, au nom de la liberté et de l'esprit, l'excluent pour dérive fasciste. À Chateaubriand, le fascisme est devenu large. Et mais toujours aussi réactionnaire, vu que le fascisme prend des auteurs passés. Et lui, il a fait un vrai effort sur lui. Après, il en est venu à écrire un bouquin magnifique, d'ailleurs, sur Démosthène, et il a fait le seul bouquin que je connaisse intelligent sur Éric Zemmour. Lui, il a fait une vraie conversion, il a fait un vrai effort. Moi, non. Moi, je pense ce que je pense depuis que je suis gosse. J'ai corrigé certaines de mes positions, mais je n'ai voilà, moi je suis entré dans la cause à 17 ans, ce qui pour moi me paraissait normal. Donc voilà, il n'y a pas d'effort particulier derrière tout ça. Mais d'ailleurs, pour mieux cerner un peu qui vous êtes, je pense qu'il y a deux notions qui seraient importantes que vous définissiez, parce que, à mon sens, elles sont clairement dévoyées. C'est d'une part la souveraineté et d'une autre la nation. Est-ce que vous pourriez nous les définir ? Si vous voulez, c'est assez simple. La nation, ce que les juristes appellent la compétence de la compétence. En fait, la souveraineté, c'est une liberté en acte. Je peux, en tant que collectivité politique, faire face à mon destin. J'en ai les moyens. Si vous voulez, ma volonté n'est pas uniquement masturbatoire, si vous voulez. Aujourd'hui, on surinvestit le symbolique parce qu'on ne peut plus rien faire dans le réel. La souveraineté, c'est le réel. Ceux qui vous disent que la souveraineté, c'est très éthéré. Déjà, quelqu'un qui vous dit ce truc-là, ce qui a été un grand argument de l'extrême droite pendant longtemps, de dire Jean Bodin, c'est pas bien, nous, on a un auteur, c'est Althusius, c'est la souveraineté limitée, etc. Donc, si tu veux, dès qu'on vous dit ça, c'est le tube de Vaseline qui est sorti. Donc, c'est un terme qui est mal reçu aujourd'hui. Comment ? La souveraineté. C'est un terme qui... Oh, oui, mais c'est beau. Vous inquiétez pas, quand j'ai commencé, c'était très mal reçu. Aujourd'hui, la dépendance nationale, les gens ont vu combien ça coûte. Quand vous avez plus de Doliprane, là, ça devient très matériel. D'un coup, vous n'avez plus de Doliprane, vous n'avez plus de masque, vous n'avez plus rien. Là, vous n'allez plus avoir de gaz, vous n'allez plus avoir d'électricité parce qu'on a salopé le complexe électronucléaire que les gaullistes ont créé par l'intermédiaire de Pierre Messmer, un homme avec qui les Français devraient faire une prière tous les soirs. D'accord ? Bon. Là, ça devient très matériel d'un coup. Après, ce sera sur les récoltes, donc vous n'aurez plus à bouffer. Là, on entre dans le dur quand même. Okay. Bon. Donc, si vous voulez, la souveraineté, c'est juste la liberté en acte. La nation, c'est la conscience de la liberté. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'État national souverain est la seule structure qui a allié la puissance, souveraineté, et la nation, la liberté, sur une longue durée. Les cités grecques ont vécu la liberté. À quel point ? Mais l'absence de puissance, et particulièrement la manière dont elles se sont entre-déchirées, a permis aux entités impériales de les phagocyter. Philippe II d'abord, l'Empire romain ensuite. Quant à l'être impérial, il vit contre la liberté en son sein ou à ses marges. C'est pour ça qu'il est en état de guerre permanente. Alors vous me direz, oui, mais il y a quand même de la liberté à Rome. Oui, mais Rome vit sous un double statut. Vous avez l'URPS, qui vit sous un statut quasiment monarchique. Et il est vrai avec des libertés publiques, indiscutablement. Et puis vous avez les terres de l'impérium, les terres des gouverneurs.
Là, déjà, c'est beaucoup moins humoristique pour le coup. Donc, alors, il est vrai que mieux vaut vivre en Gaule romanisée que vivre en Judée, ou que vivre auprès du mur d'Adrien, je vous l'accorde bien volontiers. Mais le double statut a fait Rome. La totalité des autres entreprises impériales européennes, l'empire en Asie a un sens totalement différent. L'empire du milieu en Chine, c'est un État-nation. Ça n'a rien à voir avec la conception impériale que les Européens pleurent depuis 1000 ans, alors que l'intérêt était la meilleure chose qu'ils aient fait. Mais regardez les exemples des empires pan-germanistes. On est dans le pire du pire. L'empire austro-hongrois, pas une grande réussite, la prison des peuples. Et vous avez eu des micro-empires libéraux, l'empire de Napoléon III, oui. Excusez-moi, d'un point de vue temporel, c'est peanuts. Donc, le problème, c'est que l'État-nation est la seule forme qui porte sur la longue durée la liberté. C'est aussi simple que ça. Or, la nation, c'est la communauté élargie la plus grande sur laquelle la liberté peut se poser. C'est-à-dire, c'est une famille de familles dans laquelle la liberté politique est possible. Finalement, la nation, c'est la seule chose que la modernité politique a créé de bien. Enfin, a créé de plus. Moi, je suis très straussien là-dessus. Léo Strauss disait que 90% de notre pensée politique vient d'Aristote, Platon, Thucydide. Pour moi, c'est très vrai. Avec quelques sauts, Hobbes, Machiavel, Spinoza, mais pas beaucoup. Finalement, la seule chose qui a manqué aux Grecs, c'est la nation. Quand les Grecs se sont effondrés, ils commençaient à y penser. Une part de notre pensée nationale vient des Visigoths, donc plusieurs siècles plus tard, voyez. Donc, le problème, c'est que la nation, c'est ce qui permet de mettre de la liberté dans la ressemblance et dans la coagulation nécessaire d'hommes face à leur destin collectif. Vous voyez ? C'est ce sens de soi qui vous permet, disons, de trouver la force de faire nous, et ensuite, après être devenu un nous, de devenir un nous dans l'histoire, par un organe incarné de survie collective qu'est l'État souverain. Vous voyez, en réalité, c'est ce qui permet aux hommes de défier le temps sans avoir à reculer sur leur dignité. Parce que les grands empires totalitaires sont aussi des entreprises de défi au temps, généralement d'ailleurs mégalomanes, mais qui peuvent parfois s'avérer pérennes. Au début, on peut dire que Gengis Khan est un peu mégalo, mais l'empire mongol, ça a de la gueule. Le problème, c'est que ça, c'est de la survie, mais c'est de la survie avec de la nécessité. Nous, on a eu la chance de pouvoir additionner la liberté. Alors après, on peut aussi vouloir que ces formes-là disparaissent et renoncer à la liberté. On peut vouloir justement retourner à un état antérieur de dignité et se dire, finalement, si on a une mangeoire, le fait de recevoir des ordres, très bien. Si c'est le cas, on fait plus de... Là, la fenêtre de la politique, c'est le zoon politikon. Donc c'est l'être en partie libre et relié à ses semblables. On est d'accord. Cette fenêtre-là se referme, et là, après, on fait règle pour un parc humain, Sotojaïk, et on retourne à la pastorale, c'est-à-dire qu'on fait plus de politique, on fait de l'élevage. Il n'y a pas de souci. Moi, la seule chose, c'est que, moi, je vous l'ai dit, j'ai été élevé à la campagne, des animaux de ferme, je sais ce que c'est, pas nécessairement envie d'en devenir un. Ça se comprend. D'après vous, pourquoi cette notion-là et ces notions-là ont été dévoyées ? Parce que vous parliez tout à l'heure de votre héritage, de votre lignée, et c'est quelque chose qui se perd quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de course en avant, et à la fois, on a tendance à oublier d'où l'on vient aussi. Bien sûr. Mais si vous voulez, il faut pas statufier ce qui compte dans les racines, c'est les bourgeons. Il y aura d'autant plus de bourgeons que les racines sont fortes. C'est tout simple que ça. Il ne faut pas statufier les racines, et j'ai toujours détesté la tendance d'une certaine droite et d'une certaine extrême droite à compter les quarts de sang, si vous voulez. Surtout, quand on voit une partie de la nouvelle génération de la droite dure, on se dit, je ne suis pas certain qu'ils peuvent réellement se le permettre. Donc, le problème, c'est que on interdit aux gens de penser leurs racines parce qu'on pense que l'origine, c'est la nuit et la négativité. Or, cette pensée-là crée de la pathologie.
Vous venez de rien, vous êtes seul face à votre destin. Alors, il y a certaines personnes qui, d'ailleurs, généralement, terminent transhumanistes parce qu'ils se disent moi, de toute façon, je me suffis. Donc, je suis mon propre Dieu face à l'histoire. Je ne dis pas que... Et parfois, ça peut faire des gens brillants. La seule chose, c'est que ce sont des gens qui doivent aussi consulter. D'accord ? Parce que là, il y a un problème psychanalytique, si vous voulez. Surtout que cette telle affirmation de soi, au-delà de tout et au-delà de la réalité, pardonnez-moi, mais c'est l'une des bases du constructivisme fasciste, par exemple. La règle de base du fascisme, c'est la volonté peut tout abolir. Je suis désolé, la réalité, c'est que des hommes viennent de quelque part. Et oui. Et que faut l'assumer, et il faut parfois même le sublimer. Parce que, enfin, on est français, nous avons un héritage colossal. Alors, moi, je veux bien que des gens se disent l'héritage, j'en ai rien à foutre. Oui, d'accord, ok, tu n'en as rien à foutre, mais néanmoins, tu en jouis pour ne rien y apporter. Donc, en réalité, c'est pas que tu n'en as rien à foutre, c'est que tu es un parasite. C'est ça le problème. Vous faites bien la part avec le psychanalytique et c'est intéressant parce que aujourd'hui, on dirait que dans le paysage politique, on y va beaucoup de sa propre opinion. Donc, on sent qu'il y a vraiment quelque chose de fermé sur soi et que le nous est complètement oublié. Ce qui est normal dans un pays sans souveraineté, vous n'avez que des sommes d'individus égoïstes, vu que la fin de la non-souveraineté, c'est ce qu'un auteur américain, il est vrai très mal pensant, parce qu'on m'en veut à chaque fois que je donne cette phrase, parce qu'on me dit, vous vous rendez compte, vous citez un auteur américain très méchant. Et je fais, oui, mais moi je viens d'un chenil, ne l'oubliez pas. Donc, mais je trouve le concept absolument passionnant, le concept de tyrannie anomique. Le tyran en haut et la dissociété en bas. Eh bien, dans une société où il n'y a plus de souveraineté, donc il n'y a plus d'ordonnateur de sens, tout simplement, eh bien, chacun y va de son idiosyncrasie, parfois malheureusement pathologique d'un point de vue psychanalytique. C'est le passage du rousseauisme Jean-Jacques au rousseauisme Sandrine. Tout à fait. Qui a annoncé qu'il allait nous quitter sur Twitter, apparemment. Oh non. Oui, mais Sardine, elle reste au moins. Parce que des deux, c'est ma préférée. Donc, non, mais vous voyez ce que je veux dire ? C'était une théorie dont on m'a reproché la violence, mais je l'assume complètement. J'ai eu la chance, parmi mes amis, d'avoir un petit génie que j'espère regardera cette vidéo, que j'embrasse, qui a écrit une histoire des catholiques sociaux chez moi. Bon, il est psychiatre de métier. Il a fait sa thèse sur la psychiatrie punitive en URSS. Or, aujourd'hui, on a inversé la psychiatrie punitive, mais on existe encore. Je rappelle que la psychiatrie punitive n'a pas du tout été créée par les affreux États totalitaires, elle a été créée par la France républicaine pour gérer les communards. Voilà. Donc les fascistes n'ont rien inventé, les staliniens n'ont rien inventé. Le camp du bien a inventé ça. Voilà. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a juste inversé la psychiatrie punitive. C'est qu'au lieu de vous mettre, vous, personnes saines, mais dérangeantes, avec les fous en environnement fermé, on a mis les fous en ambulatoire pour vous surveiller dans la société ouverte. Point. Mais voilà, c'est le passage du rousseauisme Jean-Jacques au rousseauisme Sandrine. Et d'ailleurs, je le dis à une certaine droite, vous avez tellement détesté Rousseau-Jean-Jacques que vous avez obtenu Rousseau-Sandrine. Réfléchissez-y. Mais d'ailleurs, à ce propos de la psychanalyse, c'est intéressant parce que vous avez déjà reçu Françoise Bonnardel qui est venue parler de Carl Gustav Jung, mais aussi d'Antonin Artaud. Et finalement, qu'est-ce que vous pensez de ces deux auteurs hétéroclites ? Alors, déjà, ce sont deux auteurs dont je ne suis pas spécialiste. Je dois le reconnaître humblement. Et je ne peux pas être spécialiste au niveau où Françoise l'est. J'ai souvent dit que Françoise Bonnardel donnait toute sa mesure au terme de génie féminin. Je le dis, je le répète, je le maintiens. C'est pour moi, par exemple, Des héritiers sans passé, pour moi un livre de base à mettre dans la... Alors, il est vrai que c'est pas jeune et joli, c'est un livre difficile. C'est pas non plus le manuel du masculinisme anti-quinoa. Bon, le problème, c'est que parfois, il faut sortir un peu de soi-même pour se rehausser. Et elle fait partie des 6-7 personnes que j'ai eu l'honneur de connaître qui dépassent la catégorie de l'intelligence. Et en réalité, Artaud, le fameux suicidé de la société,
Artaud m'a toujours fait penser à cette phrase que j'aime beaucoup de Thierry Molnier: un État fort est un État qui supporte le maximum de liberté en son sein. Nous serons prêts nous aurons recouvré le sens de la liberté politique le jour où nous pourrons supporter des paroles extrêmement dérangeantes sans jamais nous en formaliser. Aujourd'hui, nous sommes dans des États faibles. Ce qui est normal. Ils sont plus souverains, donc ce ne sont même plus des États d'un point de vue technique. Et donc nous sommes face à des sociétés civiles faiblardes et dictatrices qui ne supportent pas qu'on leur dise leur cas de vérité, mais comme elles vous coucounent et qu'elles disent « Ah non, plus jamais ça, le fascisme. On va pas le tuer. Non, non. On va lui faire la gégène. » Parce que c'est une gégène, ce qui arrive à Antonin Artaud. C'est mis à part que la gégène, c'est plus bas. Là, on vous met les électrodes. Moi, j'ai malheureusement eu quelqu'un auquel je tiens beaucoup qui a vécu ça. Excusez-moi, c'est une gégène. Point barre. Hein, on fait ça à l'armée, c'est du crime de guerre. On fait ça à l'HP, on applaudit. Bon, moi, je veux bien tout entendre. Je ne dis pas, attention, je suis famille de professionnels de santé, je ne dis pas que parfois c'est pas le dernier recours du dernier recours. Je dis dans le cas d'Antonin Artaud, c'est tout à fait discutable. Bien sûr. Et si nous ne supportons pas la singularité, c'est que nous sommes faibles. Moi, à titre personnel, c'est pour ça que moi, par exemple, je suis très 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 lax sur la liberté d'expression. Moi, si vous voulez, mis à part la provocation à commettre des actes graves et l'atteinte à l'honneur, il faut laisser tout dire. Moi, si vous voulez, j'ai une sainte horreur de tous les révisionnistes, ce machin. Pour moi, c'est le comble absolu de l'horreur, parce que moi, j'ai une famille d'internés par le Reich, donc le coût des camps de vacances, faut pas déconner. Le problème, c'est que nous les poursuivons depuis des années. La seule chose que ça a fait, c'est de leur donner un aura de martyr. Faut être cool, faut être fort sur soi-même. Comme disait un de mes vieux maîtres, Maître Alcama, faut être solide sur ses appuis. Point barre. Jung. Alors Jung, on a en plus fait avec l'un des responsables des études jungiennes, qui est un grand monsieur, une introduction à la pensée de Jung que je vous recommande au Cercle, l'homme qui a fait éditer le livre rouge de Jung. Si vous voulez, le problème de Jung, c'est que Jung est un grand génie, et malheureusement, la France a un problème d'Albanie mentale, au sens de l'Albanie post-soviétique, parce que je voudrais pas avoir les Albanais en plus sur le dos. Et la France vit de micro-groupes ultra agressifs qui revendiquent des trucs à l'université, dans les médias, etc. Et dès que vous avez un point-virgule en dehors de ces gens-là, ils se jettent sur vous, comme dans Piranha 2, le premier film de James Cameron, qui d'ailleurs est un aveu absolu, mais comme il a mangé une bouillabaisse qui l'a rendu complètement dingue une nuit, il a imaginé Terminator comme ça. Et c'est comme ça qu'on a eu Terminator. Il est arrivé qu'il était poursuivi par une machine tueuse et il a écrit T1 comme ça. Donc parfois, même les mauvais films peuvent servir à quelque chose. Et le cas typique, c'est la société freudienne. Si vous voulez, les freudiens en France et les lacaniens qui sont des freudiens au carré sont des flics. Le problème en France, c'est que comme nous avons la culture stratégique du précaré, beaucoup trop de gens ont un mental policier. Quel est le problème d'avoir une grande école française jungienne ? Dites-moi. D'un point de vue universitaire, rien du tout. Et encore, vous n'avez pas que les Jungiens qui ont disparu. Les Adlériens. Les Adlériens disparus. D'ailleurs, qui connaît encore Adler en psychanalyse ? Bon. Très peu. Les élèves de Winnicott. Pas de balle. Les élèves de Piaget. Alors, c'est vrai que c'est daté, Piaget en psychanalyse de l'enfant, mais néanmoins, Piaget, et pourtant, je rappelle que, on va prendre un exemple. Qui sait aujourd'hui que le maître de Freud était français ? Charcot. Celui qui a donné son nom au terrible syndrome de Charcot, qui est une condamnation à mort. Bon, si vous voulez, le problème, c'est que le freudisme, qui est quelque chose de brillant, je ne remets absolument pas ça en compte. Je suis éditeur de Manuel de Dieguez, qui était quand même un freudien. Hein. Je dis juste que vous avez des gangs, là pour le coup on parle du gang Rodinesco, il faut être très honnête, qui ont revendiqué la pensée de Freud et qui vous menacent quasiment si vous faites autre chose. À un moment, moi je suis désolé, comme disait un homme extraordinaire, le président Mao Tse-tung, que sans fleurs s'épanouissent, que sans école rivalisent. C'est pour ça que moi je fais traduire souvent ou republier des auteurs rares ou parce que si vous voulez, il faut que le savoir aille de mille feux. Tu vois, c'est pour ça que j'ai toujours été
Là, par exemple, j'ai demandé, depuis longtemps d'ailleurs, une introduction à un penseur israélien que j'ai eu le bonheur de croiser une fois, qui était Mireille Barzvi, qui est l'un des derniers élèves de Boutan. Qui connaît l'œuvre de Mireille Barzvi? Qui l'a écrit en langue française, pourtant. Qui connaît l'œuvre de Mireille Barzvi? Personne. Moi, je suis très heureux d'avoir poussé des œuvres. Par exemple, l'un des plus brillants de cette génération, je pense que c'est Baptiste Rapin, j'en suis intimement persuadé. Je suis très heureux d'avoir été l'un des premiers, grâce à Françoise d'ailleurs, parce que c'est Françoise qui m'a, Bonardel, qui m'a dit « tu devrais t'intéresser à l'œuvre de ce type-là ». Tu vois? Mais voilà, je ne comprends pas pourquoi le savoir... Si vous voulez, c'est toute l'ambiguïté du savoir, c'est que le savoir a besoin d'argent pour vivre, mais doit être gratuit dans son essence. C'est le cas typique du dialogue socratique. Socrate ne se fait pas payer. D'accord ? Et dès que le savoir devient une mangeoire, tout de suite, et ça c'est le problème de la petite bourgeoisie, c'est que la petite bourgeoisie prend toujours, ça une analyse marxiste de base vous le dira, prend toujours n'importe quoi pour en faire du pognon. Donc ils deviennent des gangs, et à la fin... ils demandent des lois protectrices et ça vous donne le système d'enseignement supérieur actuel. Moi, d'un côté, je le dis, mieux vaut un système libre en partie à l'anglo-saxonne. On peut avoir la liberté de l'enseignement. Et quand je dis anglo-saxonne, je ne parle pas du système américain, je parle plutôt du système anglais. On peut avoir la même liberté d'esprit sans les problèmes de coûts, de prêts étudiants, etc. Et bien sûr, sans les woke. Bon. Mais pour ça, il faut revendiquer la liberté intellectuelle. Et si tu veux, Jung, par la manière dont il est ignoré, et Artaud, par la manière dont il a été brisé, il faut savoir d'ailleurs que... Alors, c'est une rumeur sur laquelle tout le monde s'écharpe. Est-ce que Jacques Lacan a eu une part dans le traitement d'Antonin Artaud ? Mais le souci, c'est de sortir des moules, et je conclurai là-dessus. Moi, mon but... à la fin, dans le terme de savoir, c'est de faire ce que mon regretté ami et camarade Daniel Lefebvre, grand historien, élève de Bernard Lugan d'ailleurs, grand historien de l'Algérie coloniale, lui disait que ce qu'il avait beaucoup marqué, et ce qu'il avait formé comme historien, et croyez-moi que c'était un homme, vous lisez sa thèse, Chère Algérie, vous avez en un livre, tout le conflit franco-algérien est réglé. Ce qu'il avait formé, c'est que quand il était à la fac, il y avait le vendredi une conférence de méthode à 3 voix entre un historien réputé à droite, un historien marxiste et un historien libéral. Et ils avaient traité tous les 3 le même sujet et ils devaient se renvoyer la balle, faire une ancienne disputation médiévale, c'est-à-dire pas de coup sous la ceinture, pas d'anathème, tu fais un anathème, tu dégages, c'est-à-dire de faire réellement un travail intellectuel. Moi, si vous voulez, je gère des gens... Ma liste d'invités, moi je suis à 500 séminaires faits, donc ma liste d'invités témoigne pour moi. J'ai eu de Loïc Chéniaud à Charles Gave. Bon, sur le libéralisme, vous m'accorderez que, si vous voulez, on n'est pas plus angle droit. J'ai eu Laurent Ozon, qui est quand même l'un des intellectuels identitaires les plus brillants. J'ai eu du Laurent Ozon jusqu'à disons, des gens comme Philippe Forget, qui sont des auteurs qui méprisent la notion d'identité, il faut être très honnête. Donc, et je ne le fais pas juste par le plaisir de voir les gens se confronter, je dis juste que les voix doivent être entendues. À partir du moment où les choses sont entendues, les gens peuvent choisir. Tant qu'on ne leur a pas donné ce droit-là, tant qu'on ne leur a pas donné ces alternatives, il n'y a pas d'éducation pensable. Mais aujourd'hui, les gens ignorent pour beaucoup ça. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est divisé entre, d'un côté, un côté très consensuel où il ne faut pas trop sortir des cases, et d'un autre côté, justement, parfois, des gens qui sont très agressifs et qui veulent imposer des choses où là, il n'y a pas du tout de liberté intellectuelle, pour le coup. On est plus dans l'opinion fermée, c'est-à-dire que c'est comme ça, pas autrement. Où sont les penseurs du milieu ? Alors, vous voyez, Charles Gave le disait, qui est une personnalité que j'affectionne beaucoup, pour différentes raisons. Charles Gave disait, où sont les grands intellectuels français ? En réalité, ils existent. Mais ils sont où ? Et le problème, c'est qu'on a pris le parti que ces gens-là n'existaient plus.
Et donc, on a créé à leur place qui ? Les éditocrates, c'est-à-dire des gens qui ne savent rien, qui traitent de tout, et à qui vous n'avez pas le droit d'envoyer d'accusés de réception. Mais parce que les intellectuels ne sont pas médiatisés aussi. Parce qu'on est... Alors, vous avez des gens qui ne sont surconcentrés sur leur œuvre et qui ne veulent pas l'être, ce qui est le cas de Pierre Legendre, qui est pour moi un des grands génies de la pensée française. Mais vous avez des gens dont on ne veut pas connaître les méandres et les complexités. Ça a été le cas de Régis Debray, ça a été le cas de Bernard Stiegler. Si vous voulez, moi je reçois des gens brillants tous les lundis au cercle, donc on ne vient pas me dire qu'il n'y en a plus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Régis Debray l'explique très bien, c'est que la pensée, aujourd'hui, a été prise en vidéosphère par la lumpen intelligentsia, qui sont les acteurs, les chanteurs, etc., et de l'autre côté, les journalistes et les éditocrates. Alors c'est-à-dire des gens qui font du prêt-à-penser comme il y a du prêt-mâché. C'est aussi simple que ça. Prédigéré, et je vous laisse terminer. Il suffit de descendre encore un étage. Or, mais voilà où nous en sommes. Or, le souci, c'est que des petites associations comme la mienne, leur but, c'est de faire connaître ce que j'appellerais la pensée invisible. Et voilà, alors on fait modestement avec les petits moyens qu'on a, avec nos petits bras plus ou moins musclés, mais voilà. Le général de Gaulle le disait très bien, quand la France a failli rouler dans l'abîme dont on ne revient pas, elle s'est accrochée à deux môles, le tronçon du glaive et la pensée française. Bon, vous savez, le tronçon du glaive, on verra si on en a le courage. Pour l'instant, moi je m'occupe de la pensée française. Et cette pensée est foisonnante. Moi, j'avais été auditionné par un organisme qui voulait créer des cercles Aristote dans d'autres pays d'Europe. Je lui ai dit, c'est même pas la peine. Vous n'avez ni l'intelligentsia, ni la jeunesse qui a une volonté de s'affranchir. Donc pour vous, il y a 3 pays qui pourraient faire la même chose que nous, un peu l'Espagne, beaucoup l'Italie, beaucoup l'Angleterre. Tout le reste, vous pouvez considérer que c'est foutu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je pense que de toute façon, parce que nous entrons dans une crise systémique que nous avons prévue d'ailleurs. Là, pour le coup, moi je renvoie aux écrits de mes équipes. D'accord ? Donc quand les gens disent « nous n'avions pas prévu », je dis « oui, mais oui ». Date à la clé. Eh bien, soit on réfléchit, soit on fait la technique de la gerbille, c'est-à-dire qu'on tourne dans une roue qui ne roule pas. C'est aussi simple que ça. Vous avez évoqué l'enseignement tout à l'heure et je voulais revenir là-dessus. Quel est votre avis sur l'état de l'enseignement supérieur en France aujourd'hui ? Le problème de l'enseignement supérieur, premièrement, alors on va détacher 2 choses. L'enseignement supérieur scientifique a besoin d'énormément de moyens supplémentaires. L'enseignement des lettres a besoin, à la rigueur, d'être revalorisé d'un point de vue financier, mais il n'a pas besoin de beaucoup de moyens supplémentaires. Il a besoin, qu'on désengorge les filières, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire dans l'enseignement supérieur, et on a fait une sorte de parking d'attente du chômage, et de rééquilibrer les grands corps par rapport à l'université, de faire revenir le savoir et la recherche à l'université. Les grands corps ont trahi, de toute façon. Je suis désolé, le tiers de la promo de Polytechnique, au prix où nous les payons, va nourrir les salles de marché. Merci bien. Je rappelle, c'est une école militaire à la base. Alors bien sûr, il faut garder des écoles spécialisées, comme particulièrement les écoles militaires. Mais par exemple, je suis désolé, là je pars des écoles de commerce, à quoi ça sert ? Et alors, il faut des écoles dites libres, je pense par exemple à l'EHESS, etc., c'est-à-dire des trucs totalement en dehors. Vous me direz, là je presse pour ma part, moi j'en viens. J'ai connu une telle liberté de ton là-bas qu'il faut que ça reste. Ça, il faut que ça reste. Mais par contre, il y a des tas de trucs, particulièrement l'ENA, des trucs comme ça. Le Normal Sup, il faut que ça retourne à l'enseignement. Mais aujourd'hui, Normal Sup, c'est par exemple la filière qu'on comprend quand on veut faire l'ENA, parce que c'est l'une des meilleures prépénas. Si vous voulez, il faut chacun rentre chez soi et qu'on remette la recherche et le pouvoir à l'université, là où ça aurait dû toujours être, parce que qu'on le veuille ou pas, l'université qui est sous-dotée, c'est encore elle qui fait le mieux le boulot. Alors qu'elle est clochardisée, il faut quand même s'en rendre compte. Et dernier point, de garantir, en subventionnant des projets et non plus des départements, de garantir l'indépendance des chercheurs et qu'il n'ait plus, et c'est pour ça qu'il faut, à mon avis, le reliquat de l'Académie des sciences de Russie, qui est le CNRS, qui était calqué sur l'Académie des sciences du RSS, je pense qu'il faut passer au tamis le CNRS et tout faire revenir à l'université.
Le CNRS a été une grande maison. Aujourd'hui, elle est suridéologisée. Et à un moment, il faut que tout ça s'arrête. Mais par contre, je pense qu'il faut faire revenir et donner à nos universités le même pouvoir dans la société que les universités anglo-saxonnes, en leur donnant en plus des pouvoirs contre, et je dis bien contre, le monde de l'entreprise. Les partenariats publics-privés, tant que vous voulez, mais ça s'est vu pendant la crise Covid. Nous devons, par exemple, avoir une totale autonomie de la recherche biomédicale par rapport au labo. Si vous voulez, quand je vois ce qui sort de l'Académie de médecine ou de l'Académie de pharmacologie, quand on voit les... Moi, je suis désolé, quand on siège dans une académie comme une académie de médecine, là, je ne demande pas qu'on donne ces conflits d'intérêts, je demande qu'on démissionne si on en a. Non, là, si vous voulez, donner ces conflits d'intérêts, si vous voulez. Mais moi, je suis désolé, quand on a le prestige de l'Académie de médecine, on a un conflit d'intérêts, très bien. On n'a pas besoin de siéger comme académicien. Nous devons, je suis désolé, il faut avoir un véritable pouvoir de l'université pour, entre autres, contrebalancer par l'appui à la recherche fondamentale, l'utilisation qui est faite de la recherche appliquée par les grandes boîtes. Je n'en veux pas aux grandes boîtes d'utiliser la recherche appliquée pour faire du blé, elles sont là pour ça. Je leur en veux de nier les découvertes de la recherche fondamentale quand celles-ci nuisent à leurs petits intérêts mesquins. Donc ces gens-là doivent être ramenés à ce qu'ils sont. Vous êtes des boutiquiers, je ne vais pas retourner votre étal comme Jésus au marchand du temple, mais vous ne me direz pas comment vivre chez moi. Parce que, si vous voulez, la dérive de certaines multinationales, particulièrement de la santé, sur les libertés publiques, je suis navré, ça a tué un demi-million de gens aux États-Unis. Là, les chiffres de cette année des overdoses en opiacés et en opiacés pharmaceutiques sont tombés aux États-Unis. On a 114 000 morts. 114 000 morts, c'est 2 fois le Vietnam. Il y a 54 000 soldats américains qui sont morts au Vietnam. Et vous n'avez pas un seul de ces mecs-là en tôle. Les messieurs et dames de McKinsey qui ont organisé toute la communication des entreprises d'opiacés, au point maintenant que Netflix a même fait une série sur eux, alors qu'il n'y en a pas un aux zonzons. On parle quand même d'un demi-million de morts. Et, les enfants, et c'est 10 Vietnam. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je vous rappelle que le terrorisme islamique, depuis 1979, c'est 240 000 morts dans le monde. D'accord ? Ce qui est énorme, je ne dis pas le contraire. Je dis que l'industrie pharma américaine en a tué 2 fois plus. Sur cette crise-là et sur celle-là uniquement. Donc à un moment, je veux l'indépendance du savoir. Ensuite, que dans la recherche appliquée, qui est un partenariat entre ceux qui ont le capital et ceux qui ont le savoir, si vous voulez, pourquoi pas ? Mais prenez l'exemple des molécules libres. Moi, je suis pour que les universités aient des unités de production à partir de molécules libres de médicaments. Et donc, dès qu'il y a une nouvelle maladie, elles testent les molécules libres, elles trouvent quelque chose, eh bien, alors vous me direz, les molécules libres, ça rapporte rien. Oui, mais s'il y a une pandémie, ils vont les vendre, les trucs. Donc ça rapportera bien quelque chose, et ça aidera toujours l'enseignement supérieur. Alors que là, nous ne trouvons plus rien, ou très peu, en recherche biomédicale. Pourquoi ? Parce que nous avons le grand livre de la nature, mais comme le grand livre de la nature, on l'a déjà lourdement exploré, et donc ce sont avant tout des molécules libres, on ne cherche que la molécule bankable, et le problème, c'est que la molécule bankable, ça termine à la chasse à Pokémon, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Je dis pas une aristocratie des sachants, pas du tout. Moi, je suis pas du tout saint-simonien pour 2 ronds. Je dis juste de refaire une nouvelle séparation des pouvoirs. C'est-à-dire de rendre à l'armée son rôle, de rendre à l'université son rôle, et des rôles renouvelés pour pouvoir garantir un pouvoir exécutif fort face à des pouvoirs privés, mafia, multinationales devenus extrêmement puissants. Un pouvoir qui s'abat comme le Léviathan de Hobbes, mais pouvoir garantir le maximum de liberté à l'intérieur. Voilà, c'est ça un État fort. Donc, d'après notre premier invité, l'Occident court à sa perte, qui est victime du matérialisme et de l'individualisme. Comme l'évoquait Malraux en disant « Le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas », n'a-t-il pas révélé la nature du combat ? Alors, déjà, il faut se méfier de cette phrase-là, parce que c'est une phrase qui est beaucoup prêtée à Malraux et qu'on ne retrouve pas nécessairement telle quelle dans ses écrits. Ensuite, il y a une phrase de Malraux qui est vraie, c'est cette civilisation qui est inapte à faire un temple ou un tombeau. Malraux, comme Camus, sont des gens qu'on a abattardis en auteurs de lycée pour pouvoir s'en débarrasser. Et ça, c'est l'œuvre de qui ? C'est l'œuvre, c'est l'œuvre des gauchistes, profondément. Qui voulaient se débarrasser de Camus, puisque Camus avait été, par ses origines, pro-Algérie française, et qui voulaient se débarrasser de Malraux.
c'était cette caricature ignoble qu'avait fait l'humanité, où vous avez le jour de la mort de Malraux, vous avez 2 tombes, une avec la date où il a cessé d'être communiste et une avec sa date de mort. Et ça, c'est infect. Si vous voulez, c'est infect, absolument infect. Pour moi, alors, il y a chez Malraux un aspect visionnaire fou, évidemment. Le problème, c'est que vous ne voyez pas ce qu'un homme comme lui a vécu sans, je dirais pas sans dommage psychologique, mais sans vivre dans un arrière-monde d'impossible. Or, je pense que Malraux a touché du doigt le fait, ni tombeau, ni temple. C'est, si vous voulez, le tombeau et le temple se répondant, vu que l'un nous permet de regarder vers le ciel et l'autre nous permet de regarder ce qu'il y a de plus profond dans la terre, c'est-à-dire les nôtres qui y sont déjà. Et ce faisant, Malraux est barétien, ce qui est normal, hein, c'est l'un de ce que Maurizio Serra a appelé les frères séparés, les 3 fils de Barès. Aragon, Malraux, Drieux. Malraux, l'ami génial, comme l'appelait le général de Gaulle, je pense, a marqué l'inaptitude de l'Occident à pouvoir sortir de lui-même. C'est-à-dire que nous nous sommes autodéifiés, il faut être très honnête. Et alors, et nous allons dans l'autodéification à chaque fois que, si vous voulez, en réalité, nous faisons une religion noire. C'est là où les œuvres comme celle de Manuel de Dieguez ou de Régis Debray sont primordiales, c'est-à-dire comment on est un sentiment religieux réel. Mais nous, comme nous avons perdu ce sentiment qui nous relie à la fois dans le temps et dans l'espace, nous faisons quand Dieu n'a plus de place. Mais attention, Dieu, c'est principe structurant. Dieu, comme Dostoïevski entend Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Si Dieu n'existe pas, tout est permis. C'est le principe structurant. Quand vous n'avez plus ça, sous une forme de religion révélée ou pas, moi, j'appartiens pas à une religion du livre. Donc, pas de problème là-dessus. Je vous fais pas de prosélytisme. J'y appartiens pas. Eh bien, si vous voulez, quand ça n'existe pas, eh bien, en réalité, comme vous avez enlevé à l'inconscient religieux, pour parler comme Régis Debray, qui est le dernier des Malraciens. Vous voyez, je ne sors pas de votre sujet. Hein. Malraux, Debray, c'est la même ligne. Hein. C'est d'ailleurs le plus grand des Malraciens, c'est Régis Debray, de très loin. Hein. Qui est quand même, à mes yeux en tout cas, le plus grand génie français vivant. Hein. Or, le problème, c'est que vous avez... Quand vous retirez à la religion sa part dans l'esprit et sa part dans le collectif, eh bien, le problème, c'est pas que vous avez foutu Dieu dehors, c'est que après, vous le voyez partout. Et donc, vous faites des religions noires de tout. Lisez Manuel de Dieguez, là, par exemple, on va sortir son histoire de l'imaginaire, où il vous raconte par le menu, comme un entomologiste, comment on est une religion, avec les sacrifices et purifications, les machins, les trucs. Vous fermez les yeux, vous imaginez la crise Covid, vous dites, putain, merde, on a vécu une religion noire pendant 2 ans. Et Patrick Cohen fut son prophète. Quelle horreur. Quelle horreur. Si vous voulez, la religion, si vous voulez, Marcel Gaucher disait le christianisme, cette religion de la sortie de la religion, et avec le covidisme de Patrick Cohen, cette religion de la fin des temps. D'ailleurs, si c'est ça la religion, il faut que ça se termine vite. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est le souci, c'est on ne veut plus se poser la question des fins dernières de l'homme. On ne veut plus rehausser l'homme, on est tombé... Et la neutralité axiologique libérale a une responsabilité énorme là-dedans. Quand on dit qu'il n'y a plus de beau, de bien, de vrai, et pourquoi on refait ça ? Parce que la neutralité axiologique libérale est revenue dans les années 70-80. Pourquoi ? Parce qu'elle a mis le frein à la guerre froide, où on s'est posé, à cause de la présence du soviétisme, les fins dernières de l'homme, la liberté dans un cas, la communauté dans l'autre, blablabla. Et en réalité, on a refait le jeu des guerres de religion. C'est-à-dire qu'après les guerres de religion, on a eu la première grande vague libérale, on voit l'œuvre de Jean-Claude Michéa, et la seconde, alors qu'on peut amender historiquement, etc., mais il y a une vraie intuition chez Michéa, c'est le fait que la neutralité axiologique libérale, qui est d'ailleurs la seule chose qui unit ce grand arbre que sont les théories libérales, qui sinon n'a aucune unité. Je suis historien des idées politiques. Le mec, il me trouvera entre Rawls, Hayek et Isaiah Berlin pour parler de 3 hommes qui ne se sont peut-être pas rencontrés, mais qui sont contemporains, 3 penseurs du XXe siècle, 3 penseurs libéraux. Si vous me trouvez un point commun entre les 3, je vous paye un coup. Or, le problème, c'est que la neutralité axiologique libérale nous a dit, s'il y a du beau, du bien et du vrai, il y a du conflit. Donc on va faire de l'intérêt, on va faire du matérialisme. Manque de bol, c'est qu'au début, la consommation devient elle-même une consommation, pour parler comme bataille, et une part maudite, d'accord ? Donc elle devient elle-même une sorte de sacrifice religieux. C'est toute l'œuvre de Pasolini. Bon.
avec de brillants jeunes exégètes. Je vous renvoie un ouvrage, vous devriez le recevoir, un petit qui a de l'avenir. Fabrizio, il vient de sortir un ouvrage qui s'appelle « Le futur était déjà fini », qui est un des meilleurs livres que j'ai lu ces dernières années. Et le problème, c'est que quand la religion de la consommation a commencé à avoir des couacs, début des années 80, eh bien, on a eu ce que Régis Debray appelle la ROC, la religion de l'Occident contemporain, donc les droits de l'homme et toute cette vaseline, qui, pour masquer le triomphe bien réel du matérialisme du marché et du monothéisme du marché, parce que c'est la seule religion qu'on ait aujourd'hui, eh bien, le problème, c'est que vous avez des religions qui grandissent leurs adeptes, on peut dire ce qu'on veut des religions révélées, mais mine de rien, l'Église catholique, ça a quand même duré 20 siècles, donc c'est pas totalement la niche du chien, quoi qu'on en pense. Et c'est un nom catholique qui le dit. Le judaïsme, on peut en penser ce qu'on veut, ça fait 5000 ans que ça dure. Et l'islam, on peut en penser ce qu'on veut, mais ça fait 1400 ans que ça dure. Donc c'est pas totalement des usines à neuneux. Or, le problème, c'est que le monothéisme du marché, il faut être honnête, a eu sur les populations qui ont été les croyants et les officiers de culte, donc les occidentaux, un effet de régression anthropologique et psychique absolument colossal. C'est l'ère de l'individu tyran, je sais comment il s'appelle. C'est pas Éric Sardin qui dit ça, un penseur intéressant. Je me demande si c'est Sardin ou pas. Enfin, Sardin. Enfin, c'est à vérifier. Je suis dans l'expectative. Mais aujourd'hui, le monothéisme du marché nous a fait régresser anthropologiquement. C'est pour ça que mon ami Laurent Ozon me crédite de l'invention de la notion de souverainisme anthropologique. Eh bien, si vous voulez, le tombeau et le temple, pour parler comme Malraux, c'est la question anthropologique. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être capable de redevenir des hommes ou pas ? Ou est-ce que la maladie de l'Occident va bouffer toute l'humanité ? Si c'est le cas, les hommes ne seront plus capables de quoi que ce soit de grand ou de beau. Bon, pourquoi pas, hein ? On deviendra l'homme gris, le culte de l'homme gris, bon, pas de souci. Hein ? Le devenir François Bayrou du monde, soit ça, soit les hommes seront capables, comme le sont encore les peuples des États en développement, dits en développement, qui sont déjà des puissances émergées, hein, d'aller vers plus grand qu'eux. C'est la vraie question malracienne. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être capable de se dire, pour que nous soyons plus grands que nous-mêmes, qu'il y a plus grand que nous ? Ce sera la question de ce siècle. Je ne sais pas, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que de la réponse va dépendre l'avenir de mes enfants. Merci beaucoup, Monsieur Rougeron. On va, avant de passer donc à notre traditionnel questionnaire de Proust, j'aimerais simplement faire un instant promo parce que, bien entendu, j'invite nos téléspectateurs à se procurer cet ouvrage et d'ailleurs, on en fera gagner non pas forcément un exemplaire de celui-ci, mais un ouvrage chez Perspective Libre prochainement. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner sur notre compte Instagram. Et j'en profite aussi pour féliciter celui ou celle qui a gagné l'exemplaire du Temps des livres est passé de Juan Asensio. Alors Pierre-Yves Rougeron, on enchaîne avec notre questionnaire de Proust revisité, avec quelques petites questions. Quels sont les 5 ouvrages que vous emporteriez sur une île déserte, peut-être pour survivre à la solitude ? Raconter et mourir de Thierry Hench, Le fil de l'épée, Éloge des frontières de Régis Debray, Les Justes de Camus, et c'est arbitraire bien sûr, mais et une histoire détaillée de la pensée grecque, n'importe laquelle, mais un truc volumineux, quoi. Mais je suis un néo-ancien, hein, vous savez, moi je fuis vers l'Antiquité dès que je peux. Pierre-Yves Rougeron, de quel don auriez-vous aimé être pourvu à la naissance ? De rendre le sourire aux âmes blessées. Selon vous, qu'est-ce qu'être vraiment français ? Ou quelles sont les coutumes françaises peut-être que vous révérez le plus ? Les coutumes françaises ? La fleur des poilus. La coutume que j'aime le plus, c'est la fleur des poilus. C'est la fleur des poilus, c'est les chansons de la résistance, c'est la poésie de Vercors, mais c'est ce que Van Guinep appelait le folklore français, c'est-à-dire
de la jarretière de la mariée jusqu'au plat de la Manche que me faisait ma mère, la Turgole, par exemple. Chez moi, il faut aimer le lait. Hein. Donc, pas le choix. Hein. En Normandie, hein, les enfants. Hein. Je dis toujours que l'un des plus beaux bouquins récents sur l'identité de la France, c'est l'ouvrage Testament de Bernard Maris, qu'il était en train de relire quand il a été exécuté par nos ennemis lors de l'attentat contre Charlie Hebdo. Où il disait que le bonheur d'être français, c'est-à-dire que voilà, je l'avais dit j'en avais fait une analyse dans une vieille vidéo qui est ressortie il n'y a pas si longtemps, qui a bien remarché d'ailleurs, me dit-on. Parce qu'en réalité, au-delà de toutes les théories, c'est le bonheur de la langue, c'est le bonheur du rapport aux femmes, c'est le bonheur du rapport à soi, c'est-à-dire que nous sommes des gens sérieux qui n'ont pas l'esprit de sérieux. Nous sommes des hommes qui ont créé le système métrique et la mécanique de précision, et qui de l'autre côté ont créé la littérature rêveuse. Pour une raison, c'est que les Français savent mieux que quiconque que la vie est un rêve dont on ne s'éveille malheureusement qu'une fois. Quelle est selon vous la plus noble vertu de l'homme et aussi L'honneur. son pire vice? La trahison. C'est les corrompus. Les corrompus, vous savez, c'est la logique du « It's a bastard, it's our bastards ». Ok, c'est un salopard, c'est notre salopard. Mais il n'y a rien de pire que les traîtres. Franchement dit. Il n'y a rien de pire que les traîtres. C'est pour ça, par exemple, que c'est là où je me diffère d'une partie de la droite. Moi, je n'ai aucune affection pour les écrivains de la collaboration, par exemple. Par contre, et comme d'ailleurs, c'est toujours une polémique qui continue, hein, vous avez eu des pauvres gens de la Nouvelle Librairie qui ont été menacés, ce qui est dégueulasse, pour avoir voulu publier Masneff. Moi, j'ai rien contre le fait. Moi, c'est pas j'en veux pas au livre de Masneff. C'est à Masneff que j'en veux. Moi, Céline, il fallait lui laisser ses œuvres, il fallait pas les piquer. C'est lui qu'il fallait pendre. Moi, si vous voulez, c'est là où je suis très gaulliste. C'est-à-dire que moi, je touche pas aux œuvres. C'est aux hommes que je touche. Parce que rien vous oblige à trahir votre pays. Rien. Vous pouviez pas fermer vos gueules pendant 4 ans. On vous demandait pas d'être résistant, on vous demandait pas d'être des hommes, on vous demandait d'éviter d'être des sous-hommes. Pas compliqué, ça. Pour ça que, moi, je veux dire, un jour, je n'oublierai jamais, j'avais une nana qui était venue m'emmerder, une cacochine de droite radicale qui est venue m'emmerder à marcher au livre. Vous avez dit du mal à la radio de Robert Brasiac. Je me dis, Robert Brasiac, je l'aurais flingué de mes mains. Donc, elle dit oui, mais quand même, Robert Brasiac, il écrivait bien. Et alors, Adolf Hitler faisait-il des natures mortes si mauvaises que ça, si vous voulez. Et encore, le général de Gaulle le disait, plus on a de talent, plus on a de responsabilité. Donc, vous trahissez, vous payez 2 fois. Si vous deviez dîner en compagnie d'un grand personnage historique, lequel Malraux. choisiriez-vous? Malraux. Je pourrais au moins tenter d'affronter son regard. Face à Richelieu, face à De Gaulle, face aux hommes que j'admire le plus, je pourrais pas, donc ça ne sert à rien. Cultivez-vous des passions secrètes? Oui, mais pourquoi devrais-je vous les dire? Donc, l'animalisme. J'en parle rarement, parce que mais j'ai beaucoup bifurqué à partir de ma première vocation politique qui m'est venue vers 6-7 ans. J'ai hésité entre entrer dans l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, parce que quand on avait 6-7 ans, on devenait artificier, on faisait des bombes avec de l'eau de Javel, et faire une association pour la protection des éléphants. Mais en utilisant des explosifs aussi pour pouvoir tuer des braconniers. Peut-être que c'est les explosifs en fait que j'aimais bien quand j'étais gosse. Mais par contre, si vous voulez, d'ailleurs ça surprend beaucoup de gens. Moi, par exemple, il y a des tas de sujets dont je ne parle pas pour ne pas choquer les gens. Moi, par exemple, j'ai reçu un courrier colossal sur mes avis sur la chasse. Moi, je suis pour que les Français soient armés, une culture de l'arme, mais je ne vois pas l'intérêt de dérouiller du lapin avec du plomb pour tuer les fauves. La chasse régulatrice, je rappelle que les sangliers représentent 1,2% des proies abattues lors des chasses, donc la régulation des sangliers à bon dos.
que près de 40% des espèces qui sont abattues lors des chasses sont des animaux d'élevage. Donc, à titre personnel... On parlait de la chasse à courre, d'ailleurs. Ah non, là, pour le coup, les chasses barbares, c'est interdiction nette. C'est-à-dire la colle aux oiseaux, ou la chasse à courre. Parce que si on garde ça, on est obligé de... On va faire quoi après la pêche au white spirit? Ou pire, la pêche à la dynamite? Je vous rappelle que dans certains États aux États-Unis, on pêche à la dynamite, donc on balance un truc, et là, pour le coup, vous avez 40 poissons morts. Si vous voulez, non, moi je suis... Mais par exemple, ça, j'évite d'en parler, j'évite de donner mes avis sur la corrida, parce que, ça même mon équipe de com me l'a dit, ils m'ont dit, écoute, voilà, moi je n'ai rien contre le fait de tradition, je dis juste que certaines traditions, y compris entre humains, ont été des traditions barbares. Je vais donner un truc, moi, qui m'a toujours choqué, qui a été l'amoncellement de linge post-nuptiaux. Vous voyez, pour bien faire voir que la jeune fille était vierge, ça, par exemple, si vous voulez, c'est quelque chose qui, pour moi, est le comble absolu de l'horreur. Certaines de ces traditions ont disparu, et c'est pas plus mal. Évidemment, ça doit se faire par référendum, ce n'est pas l'État central de dire ça. Je dis juste que, par contre, je suis pour que les Français, et je sais qu'énormément de gens qui ont été prennent des permis de chasse le prennent parce qu'ils veulent être armés, et je pense qu'un citoyen n'est citoyen que s'il a une arme et il sait s'en servir. Par contre, je ne suis pas du tout ni pour qu'on désarme les chasseurs, ni pour qu'on leur interdise. Je suis pour un référendum, et après on verra. Par exemple, moi, si vous voulez, je suis très très raide sur le droit des animaux. Mais ça, par exemple, c'est des choses, parce que c'est devenu inaudible à cause du rousseauisme. Sandrine, c'est devenu inaudible dans une partie de la droite, donc moi j'évite d'en rajouter, parce que j'ai déjà suffisamment d'ennemis comme ça. Écoutez, merci Monsieur Rougeron pour ce riche entretien. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de tout évoquer, mais ce sera l'occasion de vous recevoir à nouveau. Et donc, j'espère grandement qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à partager et à commenter, parce que c'est très très important. Et une fois encore, je tiens à le rappeler, nous vivons pour vous, mais surtout grâce à vous. Chers Inactuels, bonsoir.